Sous les lampadaires vacillants de Jacksonville, le poing de Claire Dubois s'écrase contre la mâchoire d'un homme noir, un craquement humide résonnant dans l'air moite de la nuit. Le sang tache son costume impeccable, et elle ricane, persuadée d'avoir remis ce conducteur arrogant à sa place. Mais lorsqu'il se redresse, son regard d'acier transperce le sien, et ses mots glacent son sang. « Vous le regretterez, officier. » Quelques heures plus tard, son talkie-walkie grésille, et une voix ordonne sa présence immédiate dans le bureau du chef. Son estomac se noue lorsqu'elle entend le nom. Antoine Laurent, son patron. L'homme qu'elle vient de frapper. Que fera-t-il d'elle maintenant? Écoutez bien cette histoire, mes amis, car elle va vous secouer. Où êtes-vous en train d'écouter? Dites-le nous dans les commentaires, et, si vous croyez en la justice, laissez un like et un commentaire avec le mot « justice » pour montrer votre soutien à cette lutte. La nuit à Jacksonville était suffocante, l'humidité collant à la peau comme une seconde couche. Claire Dubois, 38 ans, 15 années de service dans la police, était appuyée contre sa voiture de patrouille, ses yeux scrutant le trafic clairsemé le long de la jetée délabrée. À 23 heures, l'air portait l'odeur salée de l'océan Atlantique, mêlée à celle, âcre, des crevettes pourrissantes du marché aux poissons tout proches. Claire était une femme d'ordre, forgée par des années à arpenter les rues chaotiques de cette ville côtière, où chaque coin semblait prêt à s'enflammer à la moindre étincelle. Son uniforme, trempé de sueur, collait à son dos, mais elle se tenait droite, les sens en alerte, son instinct aiguisé par des années de patrouille. Elle n'aimait pas les arrogants, ceux qui pensaient pouvoir défier son autorité, et ce soir, quelque chose dans l'air lui disait qu'elle allait en croiser un. Ses yeux s'arrêtèrent sur une SUV argentée, rutilante, qui glissait dans l'ombre sans signaler son virage, coupant la route avec une assurance insolente. Claire serra les dents. Une infraction mineure peut-être, mais pour elle, les règles étaient les règles, et ce véhicule, trop luxueux pour ce quartier de pêcheurs, puait le privilège. Elle alluma son gyrophare, les éclats rouges et bleus déchirant l'obscurité, et lança sa voiture à la poursuite de la SUV. Les pneus crissèrent sur le gravier alors qu'elle se rapprochait, et la SUV freina enfin, s'immobilisant sur un bout d'asphalte craquelé près du marché. Le moteur ronronnait doucement, comme un défi. Claire prit une profonde inspiration, savourant l'adrénaline familière, et sortit de sa voiture, ses bottes claquant sur le sol. Une main posée sur sa ceinture, frôlant la crosse froide de son arme, elle s'approcha de la vitre du conducteur, son ombre s'étirant sur la carrosserie brillante. La vitre s'abaissa dans un bourdonnement lisse, révélant un homme d'une quarantaine d'années, noir, avec une barbe soigneusement taillée et un visage qui semblait taillé dans la pierre. Son costume gris anthracite, taillé sur mesure, valait probablement plus que le salaire mensuel de Claire. Ses mains reposaient calmement sur le volant, sans un tremblement, sans une once de nervosité. Antoine Laurent, bien qu'elle ignorât encore son nom, croisa son regard avec une assurance qui la fit frissonner. La plupart des gens baissaient les yeux sous son regard perçant, balbutiaient ou trahissaient leur peur. Pas lui. Il semblait à sa place, comme s'il possédait cette voiture, cette rue, cette nuit. Et ça la mettait hors d'elle. « Permise et carte grise !» aboya-t-elle, sa voix plus dure qu'il n'était nécessaire, un défi voilé dans chaque syllabe. Il cligna des yeux, lentement, puis inclina légèrement la tête. « Puis-je savoir pourquoi vous m'arrêtez, officier? » Sa voix était posée, polie, sans une trace de peur, et cela la déstabilisa. Elle croisa les bras, son uniforme collant à sa peau moite, et plissa les yeux. « Vous n'avez pas mis votre clignotant là-bas. » Un silence pesant s'installa, l'air entre eux s'épaississant. Il expira doucement, presque un soupir, et répondit « Vraiment? » Pas un défi, pas une excuse, juste une question qui semblait sonder ses intentions. Elle détesta ça, détesta cette assurance, cette absence de soumission. « Permis ces cartes grises », répéta-t-elle, son ton se durcissant, ses doigts se crispant sur ses hanches. «
Il ne broncha pas, tendit la main vers la boîte à gants avec une lenteur calculée, comme s'il savait exactement ce qu'elle pensait, comme s'il avait déjà joué ce jeu. Il lui tendit les documents, et elle les saisit brutalement, jetant à peine un coup d'œil au nom, Antoine Laurent, avant de retourner la carte d'identité dans sa main. Cette assurance, ce costume, cette voiture, tout en lui criait qu'il se croyait au-dessus d'elle, au-dessus des règles. « Vous habitez par ici ?» demanda-t-elle, se rapprochant, son ombre tombant sur son visage. Il expira par le nez, un son léger mais chargé. « Je ne vois pas en quoi c'est pertinent. » C'est alors qu'elle le vit, à quelques mètres, près de la jetée. Un gamin, peut-être 12 ans, noir, avec un vieux vélo rouillé. Il s'appelait Jamal, bien qu'elle ne le sût pas encore, et il regardait la scène, les yeux écarquillés, sa mère à ses côtés, tenant un sac de course. Claire sentit une montée de rage. « Toi, là-bas, dégage !» cria-t-elle au garçon, sa voix tranchante comme un fouet. La mère sursauta, serrant son sac contre elle, et murmura quelque chose à son fils, qui recula, effrayé. Mais Claire ne s'arrêta pas. « Vous croyez tous que vous pouvez faire ce que vous voulez ici, hein ?» lança-t-elle, ses mots s'adressant autant à Antoine qu'au gamin et à sa mère. La foule, quelques pêcheurs et passants, commença à murmurer, leur regard lourd de jugement. Antoine serra la mâchoire, un muscle tressautant sur sa joue. « Descendez du véhicule !» ordonna Claire. Sa voix basse, un commandement sans appel. Pour la première fois, son expression changea, une tension subtile dans ses traits. « Pourquoi ?» demanda-t-il, un seul mot, lourd comme une pierre. Elle recula d'un pas, sa main frôlant son talkie-walkie, son cœur battant à tout rompre. J'ai dit « descendez ». Il ne discuta pas, déboucla sa ceinture avec un clic discret et ouvrit la portière. Il se leva, grand, imposant, son costume tombant parfaitement sur ses épaules. Il n'y avait ni peur ni hésitation dans sa posture, juste une présence qui rendait l'air plus lourd. « Main sur le coffre », ordonna-t-elle, désignant l'arrière de la SUV. Il la fixa une seconde, puis obéit, posant ses paumes sur le métal froid, la carrosserie brillant sous les lampadaires. Claire s'approcha, pressant une main contre son dos, le forçant à se pencher légèrement. Elle sentit la résistance dans ses muscles, et quelque chose en elle céda. Une colère sourde, nourrie par des années de ressentiment, par ce regard qu'il lui lançait, par ce gamin et sa mère qui osaient encore la fixer. Sans réfléchir, son poing partit, s'écrasant contre la mâchoire d'Antoine dans un craquement qui résonna dans la nuit. Il chancela, une main glissant du coffre, du sang coulant de sa lèvre. La foule hoqueta, la mère de Jamal criant « Mon Dieu, arrêtez !» Claire, le souffle court, les articulations brûlantes, sentit une montée de triomphe. Elle l'avait remis à sa place, non? Elle avait montré qui commandait. Mais alors, Antoine se redressa, lentement, son regard glacial la clouant sur place. « Vous le regretterez, officier », murmura-t-il, sa voix basse, tranchante comme une lame. Elle ricana, masquant un frisson d'inquiétude, et jeta son permis sur le siège. « Remontez dans votre voiture », aboya-t-elle. Il essuya le sang de sa lèvre, tachant sa manchette immaculée, et s'installa au volant. Le moteur rugit doucement, et il disparut dans l'obscurité, ses feux arrière s'évanouissant comme un mauvais présage. Seule sur l'asphalte, l'odeur du marché aux poissons lui tournant autour, Claire sentit son pouls ralentir. Elle avait gagné, non? Juste une nuit de plus à tenir Jacksonville en laisse. Mais ce regard, cette voix, ce n'était pas de la peur. C'était autre chose, quelque chose de plus grand, et ça planta une écharde de doute dans ses tripes. Elle grimpa dans sa voiture, ignorant les murmures de la foule, ignorant la mère de Jamal qui serrait son fils contre elle, les larmes aux yeux. La radio resta silencieuse, la sueur refroidissant sur sa nuque, et elle démarra, chassant cette ombre dans son esprit, sans savoir qu'elle venait d'allumer une mèche qui allait tout faire exploser. À l'aube,
Claire s'effondra dans son fauteuil au commissariat, le bourdonnement des néons perçant l'odeur de café rance qui imprégnait les lieux. Ses articulations palpitaient encore, un écho sourd du coup qu'elle avait porté. Elle ricana en repensant à cet homme, à son costume trop parfait, à la façon dont il avait chancelé. 15 ans dans la police, et elle savait gérer ceux qui se croyaient au-dessus des lois. Elle sirota un café tiède dans une tasse ébréchée, savourant le souvenir de son contrôle, de ce sang sur sa lèvre. Elle avait gagné, point final. Puis la radio sur son bureau crépita, tranchante, urgente. « Dubois, au bureau du chef, maintenant !» La voix du répartiteur était sèche, sans appel. Claire fronça les sourcils, posant sa tasse avec un bruit sourd. Le chef? Depuis que l'ancien patron, un vieux fumeur invétéré, avait pris sa retraite après une crise cardiaque, elle n'avait pas entendu parler d'un remplaçant. Probablement un bureaucrate temporaire, pensa-t-elle, roulant des yeux. Elle se leva, lissa son uniforme froissé et marcha dans le couloir, ses bottes résonnant avec une assurance qu'elle portait comme une armure. Le commissariat était un labyrinthe de peintures écaillées et de néons clignotants, mais elle le traversa sans hésiter, saluant d'un signe de tête les collègues matinaux qui l'ignoraient à peine. La porte du bureau du chef, en chêne massif avec une vitre dépolie, se dressait au bout du couloir, le mot « chef » gravé en lettres dorées écaillées. Elle ne frappa pas, poussa simplement la porte, prête à débiter son rapport et à retourner à son café. Puis, elle se figea, son souffle se coinçant dans sa gorge. L'homme de la SUV était assis derrière le bureau, son costume anthracite toujours impeccable, une échymose violette naissant sur sa mâchoire, là où son poing avait frappé. Antoine Laurent, lut-elle sur la plaque, bien qu'elle n'en ait pas besoin. Ses yeux, froids, impitoyables, se posèrent sur elle, comme un prédateur jaugeant sa proie. Son estomac se noua, son rictus s'effaçant pour laisser place à une expression figée, presque stupide. Ce n'était pas un simple gratte-papier, c'était lui, son patron, le chef de la police. La pièce vacilla, les murs semblant se refermer, l'air trop épais pour respirer. Elle resta plantée là, son esprit cherchant frénétiquement à comprendre. Il ne cria pas, ne bondit pas pour exiger son badge. Il se contenta de la fixer, laissant le silence s'étirer comme un nœud coulant autour de son cou. Son pouls rugissait dans ses oreilles, et elle ouvrit la bouche, les mots jaillissant avant qu'elle ne puisse les retenir. « Chef Laurent, je ne savais pas, je le jure. Je pensais que vous étiez juste. » Sa voix se brisa, et il leva une main, la coupant nette comme on chasse une mouche. « Épargnez-moi ça, dit-il, sa voix lisse mais tranchante comme de l'acier. Vous êtes au bureau jusqu'à nouvel ordre. » Ses yeux glissèrent sur ses dossiers, la congédiant comme si elle n'était rien. Elle resta là, abasourdie, ses mains se crispant sur ses flancs. Bureau? Après 15 ans à risquer sa vie dans les rues, à esquiver les balles, à briser des bagarres, à coffrer des dealers, sa poitrine brûlait, un mélange de rage et de panique, mais son calme, son indifférence la clouaient sur place. Elle balbutia une protestation, mais il ne leva même pas les yeux, continuant à feuilleter ses dossiers comme si elle avait déjà disparu. Elle tourna les talons, les jambes raides, et sortit, la porte se refermant avec une finalité qui résonna dans son crâne. De retour dans la salle commune, elle s'effondra dans son fauteuil, le café froid, son assurance remplacée par une peur sourde. Elle avait esquivé une balle, non? Le bureau, ce n'était pas une suspension, pas son badge arraché. Elle pouvait surmonter ça, garder la tête basse, attendre que ça passe. Mais alors, elle entendit un murmure, un sifflement bas venant du bureau voisin. Sophie Martin, sa collègue et amie depuis 5 ans, une brune élancée avec un regard franc, s'approcha, son visage inquiet. « Claire, c'était le chef Laurent que tu as arrêté hier? » Sa voix était basse, mais elle portait, et des têtes se tournèrent, des murmures s'amplifiant comme une traînée de poudre. Claire hocha la tête, la mâchoire serrée. Sophie siffla doucement.
Bon sang, Claire, tu as frappé le chef. Et ce gamin, Jamal, sa mère est en train de hurler sur les réseaux sociaux. Tu as vu ce qu'elle a écrit? Claire fronça les sourcils, secouant la tête. Sophie sortit son téléphone, faisant défiler un post rageur. Cette flic a frappé un homme et a traité mon fils de déchet devant moi. C'est une raciste. Justice pour Jamal. Le hashtag clignotait, déjà repris par des milliers de personnes. Claire sentit son sang se glacer. Elle n'avait pas remarqué la caméra du tableau de bord, n'est-ce pas? 15 ans, et les arrêts de routine se mélangeaient dans sa tête, mais celui-ci avait allumé un incendie. Ils exagèrent, marmonna-t-elle, forçant un rictus. Ils vont se calmer. Mais les mots sonnaient faux, même à ses oreilles. Sophie la fixa, ses yeux pleins de doute. « Claire, tu as crié sur un gosse. Sa mère était là. Les gens ont filmé. » Claire haussa les épaules, saisissant un stylo pour griffonner des notes, mais sa main tremblait, la trahissant. L'horloge du commissariat tic-taquait, chaque seconde un marteau contre ses nerfs. Elle s'était crue victorieuse, non? Le bureau n'était pas la fin, juste un contretemps. Mais ce poste, ces murmures, ce hashtag, il s'enroulait autour d'elle comme une corde. Elle jeta un regard vers le bureau d'Antoine, la porte toujours fermée, et un frisson lui parcourut l'échine. Il n'en avait pas fini avec elle, n'est-ce pas? Elle avait frappé son patron, sûr, mais il l'avait laissé partir, n'avait pas appelé les affaires internes, ne l'avait pas traîné hors du bâtiment. Pourquoi? Son instinct hurlait que ce n'était pas de la clémence. C'était un piège, un nœud qui se resserrait lentement autour de sa carrière. Sophie s'assit à côté d'elle, sa voix basse. « Claire, fais attention. Ce type, il n'est pas comme les autres. Et ce que tu as fait au gamin, ça ne passe pas. » Claire la fusilla du regard, mais Sophie soutint son regard, sans fléchir. Les murmures s'amplifièrent, des rires étouffés, des regards en coin. Elle était une légende, maintenant, mais pas du bon genre. Claire saisit son café, le liquide froid glissant dans sa gorge, et se força à sourire. Elle avait survécu à pire, non? 15 ans dans ces rues, elle savait encaisser. Mais ce regard d'Antoine, cette voix, ce hashtag, il s'enfonçait en elle, une lame invisible. Elle avait cru contrôler la situation, mais la vérité s'insinuait, froide et cruelle. Elle n'avait pas gagné. Elle avait déclenché une guerre, et le champ de bataille s'ouvrait sous ses pieds, menaçant de l'engloutir. Écoutez, mes amis, cette histoire ne fait que commencer. Que pensez-vous de Claire? Mérite-t-elle ce qui l'attend? Ou est-elle une victime d'un système impitoyable? Laissez un commentaire avec le mot « justice » si vous croyez qu'elle doit payer, ou « égalité » si vous pensez qu'elle peut encore se battre. Cliquez sur le bouton « like » pour nous soutenir, partagez cette histoire et restez à l'écoute pour savoir comment cette tempête va la briser. Ou la forger. À bientôt pour la suite. Claire Dubois se tenait au bord du gouffre, le soleil brûlant de Jacksonville cognant contre sa nuque, l'asphalte du parking du commissariat vibrant sous ses bottes. À peine une semaine après son face-à-face avec Antoine Laurent, son poing encore douloureux du coup porté à sa mâchoire, elle était maintenant face à une foule enragée. Des pancartes s'agitaient dans l'air moite, leurs slogans griffonnés en rouge sang. « Justice pour Jamal !»« Flic raciste, dehors !» Des bouteilles volaient, s'écrasant contre le sol dans des éclats de verre qui scintillaient sous la lumière crue. Claire, désarmée, sur ordre d'Antoine, sentait la sueur perler sur son front, son cœur battant à tout rompre. Ils hurlaient son nom, sa honte, son crime, ce coup, ces mots jetés à un enfant innocent devant sa mère. La vidéo de la dashcam, devenue virale, avait transformé sa vie en un brasier. Elle était seule, exposée, et la foule voulait sa peau. Écoutez bien, mes amis, car ce n'est que le début d'une descente aux enfers. Préparez-vous à ressentir la rage, l'injustice et la trahison qui s'abattent sur Claire comme une tempête.
Le commissariat était un chaos organisé, un bourdonnement de néons et de murmures qui ricochaient dans les couloirs comme des balles perdues. Claire s'était effondrée dans son fauteuil après sa convocation dans le bureau d'Antoine, son esprit encore secoué par la révélation. L'homme qu'elle avait frappé, humilié, était son chef, le nouveau patron de la police de Jacksonville. Ces mots, « Vous êtes au bureau jusqu'à nouvel ordre », résonnaient dans sa tête comme une sentence. Bureau. Après 15 ans à arpenter les rues, à risquer sa vie, elle était reléguée à des piles de paperasse, à des néons qui lui brûlaient les yeux. Mais elle s'était jurée de tenir bon, de prouver qu'elle était plus forte que ce revers, que ce regard glacial d'Antoine Laurent. Elle n'allait pas plier, pas devant lui, pas devant cette ville qui semblait déjà l'avoir jugée. Mais la tempête s'était levée plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Sophie Martin, sa collègue, sa confidente, celle qui avait partagé des bières avec elle après des nuits interminables, avait changé. Ses yeux, autrefois chaleureux, étaient maintenant voilés de doute. « Claire, tu as vu les réseaux ?» murmura-t-elle, glissant son téléphone sous ses yeux. L'écran affichait une vidéo granuleuse, celle de la dashcam, déjà à 3 millions de vues. Claire, poing levé, frappant Antoine. Claire, criant sur Jamal, ce gamin de 12 ans, le traitant de déchet, devant sa mère en pleurs. Les commentaires s'enchaînaient, venimeux. Raciste. Démission. À la prison. Claire sentit son estomac se tordre, une bile amère, remontant dans sa gorge. Elle avait oublié la caméra, n'est-ce pas? 15 ans, et les arrêts de routine s'étaient fondus dans un brouillard, mais celui-ci était une grenade dégoupillée. « Ils exagèrent, hein ?» grogna-t-elle, repoussant le téléphone. Mais Sophie ne sourit pas, ne hocha pas la tête comme d'habitude. « Claire, tu as traité un enfant de déchet. Devant sa mère. Les gens ont tout filmé, pas seulement la dashcam. » Sa voix était basse, mais chaque mot était un coup de poignard. Claire serra les poings, ses articulations blanchissant. Et alors? Ce gosse n'avait rien à faire là, à nous fixer comme si j'étais le monstre. Sophie recula, son regard durcissant. « Tu ne comprends pas, hein? Ce n'est pas juste un arrêt. C'est... tout Jacksonville te regarde. » Claire haussa les épaules, forçant un rictus. « Ça va se calmer. Il se fatigue toujours. » Mais les mots sonnaient creux, même pour elle. Le lendemain matin, l'interphone crépita, tranchant l'air comme une lame. « Dubois, bureau du chef, maintenant. » Claire se leva, lissant son uniforme, son assurance vacillante mais toujours là, comme une armure fissurée. Elle traversa le couloir, ignorant les regards en coin de ses collègues, et poussa la porte du bureau d'Antoine. Il était là, derrière son bureau, costume impeccable, l'ecchymose sur sa mâchoire à peine visible maintenant, un rappel cruel de son erreur. Mais ce n'était pas lui qui parla en premier. Une femme se tenait là, droite comme un piquet, les cheveux gris acier et le regard perçant. Capitaine Regina Holt, une alliée d'Antoine depuis ses jours de sous-chef, une femme que Claire connaissait de réputation, froide, implacable. « Asseyez-vous, Dubois, » dit-elle, sa voix plate, sans émotion. Claire s'exécuta, le fauteuil grinçant sous elle, son pouce accélérant. Regina posa une pile de documents sur le bureau, chaque page un couperet prêt à tomber. « Témoignage, » dit-elle, tapotant la pile. « Des habitants affirment que vous brutalisez les jeunes noirs depuis des années. Usage excessif de la force, intimidation, insultes, racistes. » Claire sentit sa bouche s'assécher, ses mains se crispant sur les accoudoirs. « C'est des conneries !» explosa-t-elle, se penchant en avant. « Je n'ai jamais... » Regina haussa un sourcil, faisant glisser un affidavit signé, l'écriture tremblante détaillant une nuit, 5 ans plus tôt, où Claire aurait soi-disant poussé un adolescent, Darnell, contre un mur pour un simple flânage, puis un autre et encore un autre. 3 témoins, 3 histoires,
toutes alignées contre elle. « Je ne me souviens même pas de ça !» cria Claire, sa voix tremblant de rage. « C'est fabriqué, quelqu'un ment !» Regina ne silla pas, son regard comme une lame de glace. 3 témoins, Dubois, des nuits différentes, des histoires cohérentes. Claire repoussa les documents, les feuilles s'éparpillant sur le bureau. « Vérifiez mon dossier. 15 ans, pas une plainte. C'est un coup monté. » Regina hocha la tête, presque comme si elle comprenait, mais elle sortit une feuille finale. Un avis de suspension. « 90 jours, sans solde, » dit-elle, posant un stylo à côté. Signé. Claire fixa le papier, sa respiration courte, la pièce rétrécissant autour d'elle. 90 jours, pas de salaire. Pour des mensonges? Elle saisit le stylo, sa main tremblant, et griffonna sa signature, déchirant presque le papier. Elle se leva, la chaise raclant le sol, et sortit en trombe, la porte claquant derrière elle. Dans les vestiaires, elle frappa son casier, le métal résonnant, ses articulations s'ouvrant sous l'impact, une traînée de sang tachant la surface. Elle avait survécu, non? Pas de licenciement, juste une suspension. Elle pouvait encaisser, rebondir, prouver que ses accusations étaient des mensonges. Elle inspira profondément, un sourire crispé se formant, pensant qu'elle avait esquivé le pire. Puis elle ouvrit son casier, et son sourire s'effaça. À l'intérieur, en lettres rouges dégoulinantes, un mot. Raciste. Les lettres, peintes à la hâte, semblaient hurler, la narguant dans le silence du vestiaire. Elle pivota, cherchant un coupable, mais la pièce était vide. L'odeur de peinture fraîche lui brûlait les narines, et elle sentit une vague de nausée. Ce n'était pas un hasard, n'est-ce pas? Ces témoignages, cette suspension, cette insulte. C'était coordonné, une attaque venue de l'intérieur. Elle arracha son blouson, le jetant sur son épaule, et sortit dans le couloir, les néons clignotant au-dessus d'elle. La porte du bureau d'Antoine était entr'ouverte, sa silhouette visible à travers les stores, immobile, observant. L'ecchymose sur sa mâchoire, presque effacée, semblait ricaner. Elle marcha jusqu'à sa voiture, la chaleur de Jacksonville la frappant comme un mur, et s'effondra sur le siège, ses mains tremblant sur le volant. 90 jours, elle pouvait survivre à ça, non? Reprendre le dessus, prouver que ses témoignages étaient bidons. Mais cette peinture, ce mot, raciste, la marquait au fer rouge. Elle jeta un regard vers le commissariat. La silhouette d'Antoine disparut, et le doute s'enfonça plus profondément. Elle avait cru tenir bon, mais c'était plus grand, plus laid. Un piège tendu par Antoine, n'est-ce pas? Ces témoignages, cette suspension, ce graffiti, sa main était derrière tout ça, tirant les ficelles dans l'ombre. Le lendemain, les choses empirèrent. Claire se réveilla dans son appartement exigu, l'humidité suintant à travers les murs, son téléphone vibrant sur la table de nuit. Un message de son cousin à Sainte-Augustine. « Claire, t'es partout sur le net. Qu'est-ce que t'as fait? » Son cœur s'arrêta, et elle ouvrit une application de nouvelles, les gros titres hurlants. Policière de Jacksonville, filmée en train d'agresser un homme noir et un enfant. Elle fit défiler, les mains tremblantes, jusqu'à une vidéo, déjà à 5 millions de vues. Le coup contre Antoine, son cri contre Jamal, la mère en pleurs, tout était là, brut, impitoyable. Les hashtags #flickraciste et #justice pour Jamal dominaient les réseaux, des milliers de commentaires réclamant sa tête. Elle se leva, les jambes flageolantes, enfilant son uniforme froissé, l'odeur de sueur rance collant au tissu. À peine arrivée au commissariat, elle freina brutalement dans le parking, un mur de bruit l'accueillant. Des manifestants, des dizaines, peut-être des centaines, envahissaient l'entrée, leurs pancartes brandies comme des armes. Justice pour Jamal. Pas de racistes dans la police. Elle sortit, la tête haute, ses bottes claquant sur le pavé, mais une bouteille s'écrasa à ses pieds, le verre mordant ses chevilles.
Une femme aux tresses serrées hurla « Flic raciste !» à quelques centimètres de son visage, crachant sa rage. Claire serra les poings, son sang bouillonnant, mais elle continua, se frayant un chemin jusqu'aux portes du commissariat, la peinture dégoulinante des pancartes tachant son uniforme. À l'intérieur, l'ambiance était électrique, les collègues évitant son regard. Sophie, assise à son bureau, détourna les yeux, son silence plus lourd qu'un cri. L'interphone crépita à nouveau. « Dubois, bureau du chef. » Claire sentit son estomac se nouer, mais elle marcha, lissant son uniforme, déterminée à ne pas fléchir. Antoine était là, derrière son bureau, son costume toujours parfait, son visage impassible. « C'est votre bordel, » dit-il, sa voix basse, chaque mot comme un poids s'écrasant sur sa poitrine. Il pointa les stores entr'ouverts, la foule hurlant dehors. « Allez les affronter. »« Sans armes ?» demanda-t-elle, la voix tendue. Il hocha la tête, se calant dans son fauteuil, les mains croisées, comme s'il regardait une pièce de théâtre. Claire jura dans sa barbe, laissant son holster sur son bureau, et sortit, la peur picotant sa nuque. La foule surgit comme une vague, leurs pancartes s'agitant, leurs cris assourdissants. « Justice! Justice !» Une brique frôla son épaule, déchirant son uniforme, et elle trébucha, goûtant le sang là où ses lèvres s'étaient fendues sous la tension. Une autre bouteille s'écrasa, le verre mordant ses bottes, et elle recula, son cœur battant à tout rompre. Elle plongea derrière une voiture de patrouille, haletante, les cris de la foule. Pour Jamal, pour Antoine, résonnant comme une malédiction. Elle rentra, la poitrine soulevée, du sang coulant de sa lèvre, son uniforme taché de sueur et de poussière. Elle avait survécu, non? Affronté la foule, pris leurs coups, prouvé qu'elle n'avait pas peur. Elle essuya sa bouche, un rictus crispé se formant, pensant qu'elle avait encaissé le pire. Puis Marc Lefebvre, un collègue qu'elle avait couvert lors d'une arrestation musclée 2 ans plus tôt, s'approcha, son visage pâle. « Claire, regarde ça, » murmura-t-il, lui tendant son téléphone. « Une pétition en ligne. Renvoyez l'officier Claire Dubois du GPD. 20 000 signatures, et ça grimpait. Les commentaires étaient un déluge. « Elle est une honte. Enfermez-la. Raciste. » Son rictus s'effaça, remplacé par un poids glacial dans ses tripes. 20 000 personnes voulaient sa peau. Son nom, un hashtag, une cible pour chaque guerrier du clavier en Floride. Elle repoussa le téléphone, ses mains tremblant, et jeta un regard vers le bureau d'Antoine, les stores toujours entr'ouverts, sa silhouette immobile. Il l'avait envoyée là-dedans, n'est-ce pas? Laisser prendre la chaleur, la laisser saigner, et n'avait rien dit. Elle avait cru avoir gagné, affronté la foule et être revenue debout. Mais cette pétition, ces chiffres, c'était un nœud coulant autour de sa carrière. Puis, un coup de poignard final. Sophie s'approcha, son visage dur. « Claire, j'ai trouvé ça dans mon casier. » Elle tendit un enregistrement audio, sa voix tremblante. Claire appuya sur play, et sa propre voix jaillit, venimeuse, enregistrée dans la voiture après l'arrêt d'Antoine. Ces gens pensent qu'ils possèdent la ville. Ils doivent apprendre leur place. Son sang se glaça. Elle avait dit ça, n'est-ce pas? Dans un moment de rage, à Marc, pensant qu'il était de son côté. Elle pivota vers lui, les yeux flamboyants. « Tu m'as enregistré ?» siffla-t-elle, sa voix se brisant. Marc baissa les yeux, marmonnant. « J'ai dû, Claire. Ma carrière. » Elle recula, la trahison lui coupant le souffle comme une lame. L'audio fut diffusé à midi, repris par toutes les chaînes locales, sa voix bouclant en boucle. Ces gens. Un clou dans son cercueil. Elle tituba hors du commissariat, le monde tournant autour d'elle, et rentra chez elle, l'appartement étouffant, l'odeur de peinture fraîche du casier encore dans ses narines.
Elle s'effondra sur son canapé, la suspension, la pétition, l'audio, tout s'empilant comme des briques sur sa poitrine. Elle avait cru pouvoir encaisser, mais c'était plus grand, plus cruel. Antoine n'avait pas juste frappé. Il l'avait orchestré, n'est-ce pas? La foule, les témoignages, Marc, tout portait sa marque. Elle attrapa une bière, le liquide amer glissant dans sa gorge, et fixa le mur, les fissures dans le plâtre comme des veines ouvertes. Elle avait affronté la foule, pris leurs briques, leur haine, et était revenue debout, non? Mais cette pétition, cet audio, ce mot, raciste, il l'avait brisé, morceau par morceau. Antoine l'avait laissé penser qu'elle pouvait gagner, puis avait tiré les ficelles, la regardant s'effondrer. Elle serra la bouteille, le verre craquant sous ses doigts, et sentit une étincelle de rage pure. Elle n'allait pas plier. Pas encore. Elle allait riposter, le faire saigner comme elle saignait. Mais à cet instant, seule dans l'obscurité, l'odeur de peinture et de sueur l'enveloppant, elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. La guerre ne faisait que commencer, et elle était déjà en train de perdre. Mes amis, cette histoire vous a-t-elle fait bouillir de rage? Si vous ressentez l'injustice brûler en vous, laissez un commentaire avec le mot « égalité » et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Si vous pensez que Claire mérite ce qui lui arrive, cliquez sur le bouton « like » pour nous le faire savoir. Partagez cette histoire pour enflammer la conversation et restez à l'écoute pour voir si Claire peut renverser la vapeur. Ou si elle s'enfoncera encore plus dans ce piège mortel. Claire Dubois, brisée, sans badge, sans foyer, se tenait dans l'ombre d'un entrepôt abandonné de Jacksonville, le long de la rivière St. John's, l'air saturé d'une odeur rance de poisson et de sel. La nuit, étouffante à 32 degrés, enserrait son corps meurtri comme une étreinte cruelle. Ses côtes, encore bandées après l'attaque brutale d'une foule vengeresse, pulsaient de douleur. Son visage, un patchwork d'ecchymoses fanées, portait les stigmates d'une guerre qu'elle n'avait pas vue venir. Dans sa ceinture, un revolver à canon court, acheté au marché noir avec ses dernières économies, pesait comme une promesse froide. Elle avait tout perdu, son travail, son appartement, son frère Julien, emprisonné pour des drogues plantées dans sa maison, un coup monté par Antoine Laurent, son ancien chef, dont le rictus la hantaide. Ce soir, elle avait franchi une ligne. Elle avait enlevé Élise, la fille d'Antoine, une étudiante innocente de 20 ans, pour le forcer à confesser ses crimes en direct. Claire, acculée, n'avait plus que cette carte à jouer, une carte désespérée, trempée de rage et de désespoir. Écoutez, mes amis, car ceci c'est le dernier acte d'une tragédie où la vengeance et la justice s'entrelacent dans un brasier. Préparez-vous à une montée d'adrénaline, à une colère qui vous brûlera les tripes. La chaleur de Jacksonville collait à la peau de Claire comme une malédiction, l'humidité transformant son t-shirt en une seconde peau trempée. 3 jours s'étaient écoulés depuis que la maison de son frère Julien avait été réduite en cendres, un message cruel peint sur les murs calcinés. « C'est ta faute ». Ces mots, envoyés par un numéro inconnu, tournaient en boucle dans son esprit, chaque syllabe un coup de poignard. Antoine Laurent, cet homme qu'elle avait frappé sur la jetée, avait orchestré sa chute avec une précision diabolique. La suspension de 90 jours, l'audio diffusé par Marc Lefebvre, son collègue traître, les accusations fabriquées d'abus sur des adolescents, la peinture « raciste » sur son casier, la foule qui l'avait lapidé, tout portait sa marque. Et maintenant, Julien, son dernier rempart, croupissait en prison, accusé de possession de drogue, un piège si parfait qu'il puait la main d'Antoine. Claire n'avait plus rien, ni badge, ni foyer, ni famille. Rien qu'une rage pure, une flamme qui refusait de s'éteindre. Elle s'était réfugiée dans un motel miteux près de l'I-95, les murs fins laissant filtrer le grondement des camions et l'odeur de moisi. Ses économies, réduites à $40, s'étaient envolées en une nuit.
Le job de gardiennage qu'elle avait décroché dans un entrepôt de poissons, un maigre fil pour se raccrocher, lui avait été arraché quand son patron, un type bedonnant nommé Ray, avait réduit ses heures à 10 par semaine, un sourire narquois aux lèvres. Le chef dit bonjour. Antoine, encore lui, tirait les ficelles, même là, dans ce trou à rats. Mais Claire n'était plus une victime. Pas ce soir. Elle avait suivi Élise, la fille d'Antoine, pendant 2 jours, repérant ses allées et venues à l'Université de Floride. Une gamine frêle, aux grands yeux confiants, ignorant tout de la guerre de son père. Claire l'avait attirée avec un appel, prétendant une urgence concernant Antoine, et l'avait forcé à monter dans une voiture volée, un tas de ferraille rouillée qu'elle avait démarré en forçant les câbles. Le revolver pressé contre le dos d'Élise, ses cris étouffés par du ruban adhésif, Claire avait conduit jusqu'à cet entrepôt désaffecté, un squelette de béton et de métal au bord de la rivière. L'endroit était un tombeau, les piles de bois pourris et les grues rouillées dressant une silhouette sinistre contre le ciel noir. Claire traîna Élise jusqu'à un pilier, attachant ses poignets avec des attaches de câbles, le regard de la jeune fille, plein de terreur, perçant son armure de rage. Elle sortit le téléphone d'Élise, tapant un message à Antoine. « Quai 7, maintenant, où elle disparaît. » Puis elle attendit, le revolver dans une main, le téléphone dans l'autre, son pouls un tambour de guerre. La rivière clapotait, indifférente, et l'odeur de poisson pourri lui brûlait les narines. Elle allait le briser, le forcer à confesser. Les drogues plantées chez Julien, l'incendie, les accusations, tout. Et elle le ferait en direct, pour que le monde voie le monstre qu'il était. Des phares fendirent de l'obscurité, le SUV argenté d'Antoine, roulant lentement sur le gravier, les pneus crissant comme un avertissement. Il sortit, son costume toujours impeccable, ses mains relâchées, sans armes, sans peur. Son regard, celui-là même qui l'avait glacée sur la jetée, la transperça à nouveau. « Lâche-la, dit-il, sa voix calme, tranchant le murmure de la rivière. » Claire éclata d'un rire sauvage, poussant Élise en avant, le canon du revolver contre sa tempe. Les gémissements étouffés de la jeune fille alimentaient sa fureur. « Confesse !» cracha-t-elle, brandissant le téléphone, le direct démarrant, un point rouge clignotant. Tout. Les drogues, l'incendie, les mensonges. 10 secondes, où elle est finie. Antoine expira lentement, levant les mains, ses yeux passant d'Élise à Claire. « D'accord, » dit-il, sa voix lisse comme du verre. « Je vais parler. » Il fixa l'écran du téléphone, chaque mot mesuré, calculé. « J'ai piégé Claire Dubois. Les accusations, les drogues chez son frère, l'incendie, tout ça pour la briser. Elle m'a frappé, j'ai riposté plus fort. » Claire sentit son cœur s'emballer, un triomphe brut montant en elle. Le compteur de vue grimpait, 100, 500, 1000, son doigt relâchant légèrement la gâchette. Elle l'avait eu, n'est-ce pas? Son empire s'effondrait, en direct, sa confession une lame qu'elle brandissait enfin. Élise tremblait, mais Claire riait, un son rauque, déchirant, imaginant Julien libre, Antoine en prison, le monde voyant la vérité. Puis l'obscurité explosa. Des lumières rouges et bleues jaillirent, des camionnettes SWAT rugissant, leurs pneus hurlant sur le gravier. Des bottes martelèrent les planches, des fusils se levèrent, un point rouge dansant sur la poitrine de Claire. « Lâche ton arme !» hurla une voix, et elle se figea, le téléphone glissant de sa main, le direct se coupant alors qu'il touchait le sol. Antoine recula, indemne, un rictus se dessinant sur ses lèvres dans le chaos. Elle avait cru le tenir, mais il l'avait joué, n'est-ce pas? Il avait gagné du temps, laissé son arrogance prendre le dessus, jusqu'à ce que le piège se referme. Elle pivota, le revolver visant à l'aveugle, mais un craquement déchira l'air. Une balle de sniper lui transperçant l'épaule, le sang jaillissant, l'arme tombant dans la rivière avec un plouf étouffé. Claire s'effondra, le quai glissant sous elle,
La douleur, un hurlement blanc déchirant son corps. Les SWAT l'encerclèrent, les menottes claquant sur ses poignets. Élise libérée, sanglotant dans les bras de son père. Antoine s'agenouilla près d'elle, son souffle chaud contre son oreille. « Tu n'es pas la première à essayer », murmura-t-il, chaque mot un écrasement de son âme. Elle haletait, la vision brouillée, le quai tournant autour d'elle. Elle avait forcé sa confession, n'est-ce pas? Streamer sa chute, penser qu'elle avait gagné. Mais il l'avait renversée, brisé son ultime coup. Élise était libre, Antoine intouchable, et Claire, ensanglantée, menottée, n'était plus rien. Les ambulanciers l'emportèrent, les sirènes hurlant, le quai s'éloignant alors qu'il fonçait vers l'hôpital Baptiste Médical. L'urgence était un tourbillon de lumière blanche, les infirmières criant « blessure par balle, épaule, critique ». L'odeur d'antiseptique lui brûlant les poumons. Elle se réveilla des heures plus tard, menottée à un lit d'hôpital, le bip des moniteurs, un rythme moqueur. Son bras était engourdi, sa poitrine serrée, sa combinaison orange échangée contre une blouse tachée de sang. Elle fixa le plafond, les fissures dansant dans sa vision, la défaite l'écrasant comme une pierre. Elle avait tout perdu. Son frère, sa maison, sa vie. Antoine l'avait laissé penser qu'elle pouvait gagner, puis l'avait brisée, morceau par morceau. Un garde se tenait près de la porte, son visage impassible. Elle attendait, s'attendant à être traînée en cellule, accusée d'enlèvement, peut-être de tentative de meurtre. Puis il entra. Antoine, à midi, costume impeccable, son rictus plus large, ses yeux brillants comme de l'acier poli. Elle se crispa, la menotte cliquetant, sa main libre serrant le drap. « Tu perds, » dit-il, se penchant, son souffle chaud sur son visage. « Toujours, tu es finie, Claire. » Elle le fusilla du regard, un grognement montant, mais il rit, un son bas, glacial, et tourna les talons, le garde hochant la tête alors qu'il passait. Sa défaite était scellée, n'est-ce pas? Il avait gagné, survécu, transformé son ultime acte en sa victoire. Élise sauve, Julien piégé, sa confession un murmure perdu dans le vent. Mais alors, une infirmière entra, une femme menue aux yeux nerveux, ses vêtements bruissants. Elle jeta un coup d'œil au garde, sortit pour un café, et glissa un téléphone dans la main non menottée de Claire, murmurant « Votre frère », avant de s'éclipser. Claire, le pouce accélérant, porta le téléphone à son oreille. La voix de Julien, tremblante mais vivante, crépita. « Claire, je suis libre. Ils ont abandonné les charges. La vidéo, ton direct, il a tout diffusé. » Elle retint son souffle, un éclair traversant le brouillard. « Quoi? » Julien rit, un son brisé mais triomphant. « Ton stream, sa confession. Ça a fait le tour du web, non censuré. Il est fini. Il démissionne. Les manifestations sont partout. » Son esprit vacilla, le téléphone tremblant, le quai revenant en flash, le point rouge, le direct coupé, ou du moins, c'est ce qu'elle avait cru. Mais il avait continué, n'est-ce pas? Les mots d'Antoine, « J'ai piégé Claire, les drogues, l'incendie », avaient atteint des milliers, des millions peut-être. Son ultime coup, pas éteint, mais une bombe qui explosait encore. Elle éclata de rire, un hurlement rauque déchirant la pièce, la douleur flambant dans son épaule, la menotte cliquetant, des larmes striant son visage meurtri. Le bip du moniteur s'accéléra, un chant de victoire. Elle voyait les manifestations, les pancartes, les cris. « Démission !» Antoine, son rictus effacé, son empire en cendres, pendant qu'elle gisait là, brisée mais victorieuse. Le garde revint, arrachant le téléphone, aboyant « Pas d'appel !» Mais elle riait toujours, ses dents fendues scintillant, son rire bouillonnant, inarrêtable. Antoine était devenu pavoisé, pensant l'avoir écrasé, mais il avait mal calculé. Le direct, le téléphone d'Élise, avait survécu, dépassé les SWAT, dépassé son piège. Julien libre, les drogues démasquées, Antoine à terre.
Elle avait gagné, n'est-ce pas? Pas proprement, pas entière, menottée, accusée d'enlèvement, un fardeau qu'elle porterait. Mais sa confession, en direct, intacte, avait renversé le jeu. Son empire brûlé par sa main, une victoire amère forgée dans la douleur. L'infirmière revint, jetant un regard inquiet, et Claire hocha la tête, un merci silencieux. La pièce se stabilisa, son souffle ralentissant, le bip un hymne maintenant. Antoine avait cru l'avoir brisé, mais il avait sous-estimé l'étincelle, le direct, son dernier rugissement résonnant au-delà du quai, au-delà de son emprise. Un renversement qu'il n'avait pas vu venir. Le garde faisait les 100 pas, mais elle s'allongea, l'épaule palpitante, l'esprit clair. La rivière clapotait au loin, et elle savait qu'elle l'avait ruiné. Son destin était sombre, mais le sien plus encore, un triomphe amer gravé dans les cendres. Mes amis, cette histoire vous a-t-elle secoué jusqu'aux os? Si vous vibrez pour la justice, laissez un commentaire avec le mot « liberté » et abonnez-vous pour ne pas manquer la fin de cette saga. Si vous pensez que Claire a payé trop cher, cliquez sur le bouton like pour nous le dire. Partagez cette histoire pour allumer la flamme de la discussion et restez à l'écoute pour voir si Claire s'élèvera des cendres ou si le prochain coup l'achèvera pour de bon. L'histoire de Claire Dubois, dans Policier raciste, frappe un homme noir, puis découvre qu'il est son patron, est une plongée brutale dans les méandres des préjugés, du pouvoir et de la vengeance. Ce récit, vibrant d'émotions crues et de tensions explosives, nous confronte à des vérités inconfortables sur la société, les institutions et nous-mêmes. En tant que spectateur, j'ai été emporté par une vague de colère, de frustration et parfois d'empathie inattendue face à la spirale destructrice dans laquelle Claire et Antoine Laurent se sont enfermés. À travers cette analyse, je souhaite partager mes ressentis et les leçons profondes que cette histoire m'a inspirées. Des enseignements que nous pouvons tous appliquer dans notre vie quotidienne, dans l'esprit d'une réflexion empreinte de la culture française qui valorise l'introspection, la justice et la quête d'égalité. Dès le premier chapitre, l'acte impulsif de Claire, frapper Antoine Laurent et insulter le jeune Jamal devant sa mère, m'a rempli d'une indignation viscérale. Ce n'était pas seulement un abus de pouvoir, mais une manifestation crue de préjugés raciaux, un geste qui a déclenché une tempête de conséquences. En tant que Français, où la devise liberté, égalité, fraternité guide notre idéal social, voir une représentante de l'ordre succomber à de tels stéréotypes est profondément troublant. Cela m'a rappelé combien les jugements hâtifs, basés sur la couleur de peau ou l'apparence, peuvent non seulement blesser des individus, mais aussi enflammer des communautés entières. La vidéo virale, les manifestations, les pancartes, tout cela reflète une colère collective, un cri pour la justice que j'ai ressenti dans mes tripes. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas à condamner Claire. Elle nous pousse à regarder au-delà de l'acte initial, à comprendre comment un système, ici, incarné par Antoine, peut manipuler et détruire, transformant une faute en une tragédie. Le deuxième chapitre intensifie cette rage. La trahison de Marc, l'enregistrement accablant, les accusations fabriquées et la peinture raciste sur le casier de Claire m'ont fait bouillir. C'est l'injustice dans sa forme la plus cruelle. Non seulement Claire paie pour son erreur, mais elle est piégée dans un filet de mensonges orchestré par Antoine. Cette manipulation systémique, où le pouvoir abuse de son autorité pour écraser, résonne avec des scandales bien réels dans notre société française, où les institutions, censées protéger, deviennent parfois des armes contre les individus. La solitude de Claire, abandonnée même par Sophie, sa confidente, m'a touché. Cela m'a fait réfléchir à la fragilité des alliances et à la rapidité avec laquelle une communauté peut se retourner contre l'un des siens, surtout lorsque la colère publique est attisée par des images choquantes. En France, où les débats sur la police et les discriminations sont brûlants, cette histoire est un miroir brutal de nos propres tensions. Le troisième chapitre, avec l'enlèvement d'Élise et la confession forcée d'Antoine, pousse l'émotion à son paroxysme.
La décision désespérée de Claire, prête à tout pour sauver son frère et exposer Antoine, m'a déchiré entre horreur et compréhension. Son acte était moralement répréhensible, mais il naissait d'une douleur profonde, d'une vie réduite en cendres par un adversaire impitoyable. La confession d'Antoine, diffusée en direct, et son ultime chute, m'ont procuré un étrange mélange de triomphe et d'amertume. Oui, justice a été rendue, mais à quel prix? Claire, menottée, brisée, n'est pas une héroïne classique. Elle est une figure tragique, consumée par sa quête de vengeance. Ce final m'a laissé avec un goût de cendre, une réflexion sur le coût de la revanche et sur la manière dont elle peut détruire aussi bien le bourreau que la victime. Combattre les préjugés au quotidien. L'erreur initiale de Claire, juger Antoine et Jamal à travers le prisme de stéréotypes raciaux, nous rappelle l'importance de questionner nos propres biais. En France, où la diversité est une richesse mais aussi une source de tension, nous devons pratiquer l'écoute et l'ouverture. Avant de juger quelqu'un sur son apparence ou son statut, prenons un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui guide mon regard? Cela peut être aussi simple que de sourire à un inconnu, d'engager une conversation avec quelqu'un d'un milieu différent, ou de s'informer sur les réalités des autres communautés. Résister à la spirale de la vengeance. La quête de Claire pour détruire Antoine, bien que compréhensible, l'a mené à sa perte. En France, où les passions peuvent enflammer les débats, cette leçon est cruciale. Plutôt que de chercher à régler ses comptes, il est plus sage de canaliser sa colère vers des actions constructives, écrire, manifester pacifiquement ou s'engager dans des associations pour la justice sociale. La vengeance peut offrir un instant de satisfaction, mais elle laisse souvent des cicatrices durables. Soutenir les autres dans l'adversité. La trahison de Marc et l'éloignement de Sophie montrent combien il est facile d'abandonner quelqu'un sous pression. Dans notre vie, soyons des alliés fiables. Si un ami traverse une crise, écoutons-le, soutenons-le, même si l'opinion publique est contre lui. En France, où la solidarité est une valeur forte, cela signifie tendre la main, offrir un café ou simplement dire « Je suis là ». Utiliser sa voix pour la justice. Le direct de Claire, bien que désespéré, a renversé Antoine. Cela nous rappelle le pouvoir de la vérité, même dans les moments les plus sombres. Dans notre société connectée, partager une histoire, signer une pétition ou amplifier les voix marginalisées peut faire la différence. En tant que Français, nous avons une tradition de débat public. Utilisons-la pour défendre l'égalité et dénoncer les abus, mais avec mesure et responsabilité. Reconnaître la complexité humaine. Claire n'est ni monstre ni héroïne. Elle est humaine, imparfaite, emportée par ses erreurs et sa douleur. Cette nuance nous pousse à ne pas réduire les gens à leurs pires actes. Dans nos interactions, cherchons à comprendre les motivations, les blessures, et offrons une chance de rédemption, comme la France le fait à travers ses valeurs d'humanisme. Cette histoire, avec sa rage brute et ses revers tragiques, est un appel à l'introspection. Elle nous met face à nos propres failles et nous demande: comment agissons-nous sous pression? Nos choix construisent-ils ou détruisent-ils? En appliquant ces leçons, combattre les préjugés, éviter la vengeance, soutenir les autres, utiliser notre voix et reconnaître la complexité humaine, nous pouvons bâtir une société plus juste, fidèle aux idéaux de liberté, égalité, fraternité. Mes amis, cette histoire de Claire et Antoine vous a-t-elle secoué le cœur? Avez-vous ressenti la colère, l'injustice et peut-être une lueur d'espoir dans ce combat? Si cette tragédie vous a touché, laissez un commentaire avec le mot « égalité » pour montrer votre soutien à la justice et à l'humanité. Cliquez sur le bouton like pour nous encourager. Partagez cette vidéo pour enflammer les discussions et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres récits qui vous feront vibrer. Ensemble, faisons entendre nos voix
pour un monde plus juste. À bientôt.